Les recommandations pour la chirurgie de l'obésité, en fait, elles sont sorties récemment. Est-ce que vous avez plus d'informations à nous dire? Parce que j'ai l'impression, pour travailler dans un centre médical qui reçoit des adolescents opérés, que en Ile-de-France, je suis en Ile-de-France, chaque CSO a ses particularités, ses chirurgiens, ses habitudes, ses indications opératoires. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des codifications ou est-ce que chacun fait dans son coin et après on étudie tout ça? Comment ça se passe? Pour l'adolescent, chirurgie de l'adolescent. Alors là, elle détermine des critères spécifiques. Elle vous détermine aussi 2 réunions de concertation pluriprofessionnelles avant d'aller à l'opération. Une première qui va être suivie de au moins 12 mois de prise en charge de l'enfant, une prise en charge médicale, avant d'avoir une deuxième RCP qui va décider si oui ou non on intervient et on laisse le choix aujourd'hui d'intervention en fonction de l'équipe pluriprofessionnelle. Donc on a quand même déterminé un cadre avec des critères spécifiques alors elle est sortie, elle a été mise aussi sur le site lundi, donc je vous invite à aller la voir. Mais voilà, des éléments ont été déterminés et normalement cette prise en charge doit se faire en lien avec un CSO pédiatrique. Alors je vous dis ça parce que je travaille aussi en ville et donc les indications opératoires chez l'adolescent et ça y va parce que les parents ont été opérés, la belle-mère a été opérée, donc l'enfant on va le faire opérer, on va plus le faire suivre par le médecin, voilà. Vous avez des IMC, vous avez des différents critères qui permettent de déterminer si oui ou non vous allez opérer, mais quand même après une prise en charge médicale qui est au moins de 24 mois. Oui, parce que mis avant, vous avez une prise en charge. Après, il faut rebooter sur la recommandation sur surpoids obésité où il y a au moins déjà 12 mois, RCP, de nouveau 12 mois, et après. Voilà. Et après les majeurs, c'est la conclusion que j'avais tirée moi aussi. On dans la case en fait. C'est pas mal. Non, mais... Donc la SOFCO était tout à fait d'accord pour restreindre cette chirurgie de l'adolescent au CSO et donc elle était d'accord pour que ce soit pas fait comme c'était fait de façon très dispersée par un cas de temps en temps, etc. Donc on était tout à fait d'accord avec ça, mais bon, la chirurgie de l'adolescent, finalement, ça représente très peu d'interventions par an. Donc ce qui m'intéresse, c'est la chirurgie de l'adulte. Et la chirurgie de l'adulte, est-ce qu'il y a une politique donc d'agrément de la part de l'HAS ou est-ce que vous laissez la SOFCO se débrouiller ou est-ce que vous allez statuer? Voilà. Juste les politiques d'agrément, ça concerne la DGOS, ça ne concerne pas la HAS. Donc là, je vous renvoie à l'administration centrale. Ils m'ont demandé de leur fournir la liste des centres labellisés, ce que j'ai fait, mais je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire par contre. Ils m'ont dit que ça les intéressait, cette liste que la SOFCO avait faite. Mais bon. Une mini-question pour tout le monde. Comment se fait-il qu'il y ait tant d'adolescents qui aient été opérés? Il y a quand même une procédure d'entente préalable, il y a un contrôle de la Sécu. Comment c'est qu'autant d'adolescents passent à travers du filtre? Oui. C'est vrai que les adolescents étaient opérés partout, quoi. Enfin, alors c'est vrai que ça représentait 100 interventions par an, pas beaucoup. Mais bon, quand il y avait des complications, ça faisait du bruit, quoi. Anne Fago-Campagna, CNAM. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous a alertés. D'ailleurs, c'était une saisine de la DGS sur la CNAM qui a entraîné le suivi donc, par les cohortes que je vous ai présentées. Nous, on aurait pu refuser le remboursement, etc. Ce que les nutritionnistes, en particulier Arnaud Badevant, ont plaidé, c'est que c'est une intervention qui peut quand même sauver des vies et qu'il ne fallait surtout pas, pour les quelques patients qui peuvent en bénéficier, l'interdire. Donc, malgré les recommandations assez fermées de l'HAS, mais qui étaient interprétées par les équipes médico-chirurgicales de façon plus lâche, on a décidé de ne pas fermer d'emblée l'accès, mais par contre de le réguler, et ça a mis un petit peu de temps, mais ça y est, là en 2016, on a abouti quand même à une régulation qui doit être assez forte, avec des avis qui sont centralisés au niveau de la CNAM, donc de la Caisse nationale, avec le filtrage en amont par les CSO et avec une obligation de suivi, etc. Donc là, on a un renforcement. Après, nous, ce qu'on souhaite voir avec le registre, c'est de voir vraiment évaluer quel est le bénéfice pour
sur ces jeunes à long terme et quels sont les impacts négatifs éventuellement psychologiques, etc. Ou voir si justement pardon, il faut après rouvrir un petit peu l'accès, parce qu'au contraire, ces patients bénéficieront peut-être énormément de la chirurgie. Voilà, donc on est encore à une étape d'évaluation. Il y a assez peu de données au niveau international. Il y a TeenLab, là, aux États-Unis, qui a une cohorte un petit peu plus grosse. Voilà, mais je pense que nous, on peut y contribuer. En tout cas, les enfants qui ont été opérés, nous, on les suit très attentivement. Heureusement, bon, ils n'ont pas de marqueurs de comorbidité grave. Il n'y a pas d'incident. Moi, j'ai quand même repéré un décès chez un jeune, mais on ne sait pas dans nos données si ce jeune n'était pas déjà dans un état métabolique extrêmement grave. Voilà, donc on veut mettre en place après le suivi à long terme. Merci beaucoup. Non, le seul bémol, c'est qu'il y a une pression très forte des parents pour que leur adolescent soit opéré, en fait. Et nous, médecins, on n'est pas capable quelquefois de résister à la pression. Alors, on ne dit pas oui, ça ne veut pas dire ça, mais écoutez, on dit on ne peut pas, il n'est pas indiqué, il ne suit pas le cheminement qu'il faudrait. Donc, il faudrait peut-être qu'il y ait des filtres pour que ces patients soient retenus en amont. Alors qu'effectivement, il y a des indications opératoires, mais c'est vraiment la pression des patients qui est forte, c'est le cas de le dire, elle est très très forte. Christine Vanegro, une question s'il te plaît. Parce que c'est pas parce que le médecin nutritionniste va dire non, je pense qu'il a un trouble du comportement et il serait bien qu'il soit revu, qu'on prenne le temps, qu'on en discute et qu'on le revoie, eh bien le chirurgien va l'opérer quand même dans les 3 semaines. Donc je trouve pas ça normal. Parce que notre avis, il n'est pas reconnu et pas considéré. Bon, je pense que maintenant, en effet, il y a le filtre, il y a la RCP du CSO et d'un CSO relativement spécialisé dans cette prise en charge. Moi, ce que je trouve plus grave, c'est l'impact aussi des médias. C'est-à-dire qu'il y a un impact médiatique autour de la chirurgie bariatrique qu'on voit très régulièrement. C'est sûr que c'est probablement très incitatif. On a l'espoir d'un coup de baguette magique et que tout soit résolu. Que les recommandations issues par l'HAS avec beaucoup de précautions soient publiées et qu'il y ait d'emblée une transcription dans la grande presse qui dise la chirurgie bariatrique autorisée à 15 ans, je trouve que là, il y a une question de responsabilité partagée aussi avec les médias. Et je pense que ça appelle vos réactions. Dans les médias, y compris, de préciser et repréciser, quand vous êtes sollicité, le cas particulier des adolescents et les grandes précautions qu'il faut pour entourer ce type de chirurgie. Notre parole sera peut-être entendue si on a une labellisation médecin nutritionniste validée avec plein de clignotants. Nous, on est nutritionniste, on existe, on ne fait pas du n'importe quoi. Voilà, c'est ça aussi, parce que quelquefois, on est un petit peu rejeté en disant mais vous n'êtes pas endocrino, vous n'êtes pas spécialiste, de quoi vous vous mêlez presque. C'est l'impression qu'on a vraiment quand on est en ville de ne pas être à sa place quelquefois. Bon. Voilà, c'est juste un billet d'humeur. Professeur Bouillot. Je peux rebondir sur ce que vous dites, c'est-à-dire que nous, chirurgiens, on se sent impliqués par le patient qu'on opère et on se sent responsable du patient. Or, dans les RCP, pour qu'un patient soit opéré, il faut la validation d'un médecin, collègue, nutritionniste, endocrinologue. Je ne sens pas toujours les médecins qui donnent OK pour opération impliqués dans la décision et dans le suivi post-opératoire. Nous, on s'implique un peu dans le suivi. Je n'ai pas le sentiment que tous vos collègues s'impliquent dans le suivi quand ils donnent leur autorisation à la RCP pour opérer. Alors, c'est vrai que je rebondis sur les CSO qui sont là. J'adore la façon dont vous travaillez, c'est vraiment très confortable. Nous, on est en ville, c'est-à-dire qu'on est géographiquement dispersés. Et notre parole, elle n'a pas de poids. Le chirurgien, je vais caricaturer, excusez-moi, messieurs les chirurgiens et messieurs, dames les chirurgiens, qui sont en clinique privée, ils opèrent. On peut très bien comprendre. Moi, le chirurgien avec qui je travaille, il montait sa structure de chirurgie bariatrique. Il avait besoin d'opérer. Que voulez-vous que je dise à ça ? Moi, je ne donnais pas mon aval, il se débrouillait, mais le chirurgien a besoin de monter en puissance son nombre d'opérations par an pour atteindre les 30 opérations par an. Vous voyez, qu'est-ce qu'on peut dire à ça ? Donc, c'est chirurgien indépendant, je pense. Alors, de toute façon, personnellement, je ne valide pas, je n'ai pas la responsabilité du patient, mais le chirurgien, après, il va avoir une diététicienne qui va dire oui, elle n'a pas de poids, la diététicienne. Nous, on est médecins, on n'a même pas de poids en tant que médecin. Comment voulez-vous que des paramédicaux aient un poids dans la décision opératoire ?
Moi, je suis vraiment ravie d'entendre dans les CSO que la décision est pluriprofessionnelle et vous êtes tous au même niveau. Le chirurgien, les médecins, tout ça. Mais en ville, c'est une décision qui est encore pyramidale. Le chirurgien est au bout parce que le patient veut le voir. Il ne veut pas nous voir, nous. Alors, les paramédicaux, je ne vous dis pas. Enfin, c'est le sentiment qu'on a en ville. C'est pour ça qu'on avait besoin d'exprimer notre exercice en ville, en fait. Est-ce que, mes chers confrères, vous validez? On valide, hein, on valide. Monique. Dans les cliniques privées avec des médecins et en symbiose. Et c'est vraiment un travail de continuum. Je crois que ça commence. On ne va pas jeter la pierre à tous les chirurgiens. C'est le début, le démarrage. Juste un point. Je pense quand même que c'est notre responsabilité, ce qu'a dit tout à l'heure l'ARS, des CSO, d'aller peut-être avoir une attitude beaucoup plus proactive vers les collègues libéraux, si ce n'est déjà fait. Et ça fait partie de nos missions, il ne faut pas qu'on l'oublie. Merci beaucoup. Mais il y a des CSO complètement libéraux. Oui, mais pourquoi pas? Je veux dire, voilà, mais très bien. Mais ils doivent faire aussi la démarche vers l'hôpital. Hein. Je pense à Rennes. Hein.